be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby there ain't no mountain high enough. Ain't no valley. Bonjour et bienvenue sur TV Vendée dans votre matinale du vendredi 24 janvier. J'espère que vous allez bien. Bon courage à celles et ceux qui prennent actuellement donc le chemin du travail. Nous avons reçu il y a quelques instants notre invité de la matinale, Jean-Paul Millier, donc le président du comité départemental de tir à l'arc. Nous avons parlé avec lui des championnats départementaux qui auront lieu ce week-end du côté des Sables d'Olonne, et puis fait un petit point aussi sur ce sport, sur la discipline, sur la situation du tir à l'arc en Vendée. Interview bien sûr à retrouver sur tvvendée.fr. Voici maintenant les titres de l'actualité du jour. Nous reviendrons sur l'arrivée cette nuit de Jérémy Bayou. Le skipper de Charal a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe un petit peu avant 2h du matin, terminant 4e de la course. Il boucle cette 10e édition du Vendée Globe en 74 jours, 12h56. Il fera son entrée dans le port des Sables d'Olonne vers midi, et vous pourrez bien sûr vivre ce moment avec les équipes de TV Vendée. Pardon. Nous irons à la rencontre de 2 sapeurs-pompiers vendéens qui viennent de rentrer d'une mission à Mayotte où ils ont porté assistance à la population après le passage du cyclone Chido. Ils étaient tous les deux volontaires pour se rendre sur place. Nous écouterons leur témoignage. Et pour finir, nous irons à la découverte de l'exposition L'éloge de l'imparfait. C'est à Aubigny-les-Clouzot. Une exposition faite pour tordre le cou aux clichés sur la féminité et libérer également la parole sur ces sujets. Mais avant cela, un petit point sur votre météo pour aujourd'hui. Avec, vous le voyez, la pluie qui fait son retour sur l'ensemble de la Vendée. Comptez 5 degrés du côté dans les terres et 8 degrés sur le littoral, 11 degrés également pour l'après-midi dans les terres et 12 sur le littoral vendéen. La pluie restera également présente pour cet après-midi. On fait un petit point également sur vos marées pour aujourd'hui. Excusez-moi. Décidément, j'ai un petit chat dans la gorge ce matin. Voilà, on va y arriver avec donc une basse mer à 6h et 19h, une pleine mer à minuit et demi et 13h, coefficient de 31. Le passage du Wallis sera au plus bas en fin de journée à 19h. Un petit point sur vos marchés également pour aujourd'hui. Avec le marché de l'île d'Olonne, c'est de 8h30 à midi et demi sur la place de l'église. On retrouve également celui de la Châtaigneraie de 9h à 13h, place de la République, et celui de la Ferrière de 9h à midi et demi, c'est place du marché. Un petit point sur vos conditions de circulation avec les traditionnels ralentissements du côté de la Roche-sur-Yon et quelques travaux à vous indiquer sur la D746, l'axe La Roche-sur-Yon-Luçon. Il y a plusieurs circulations alternées avec à la fois des travaux d'élagage et d'enfouissement des réseaux. Travaux également à l'entrée des Sables d'Olonne au niveau de l'hôpital où la circulation est réduite à une voie dans les deux sens. On a également une circulation alternée sur la D137, l'axe Chantonnay s'intermine au niveau de Féol. Et puis aussi sur la D160, à la fois entre La Ferrière et Essart-en-Bocage, mais aussi entre Essart-en-Bocage et Sainte-Florence, plusieurs circulations alternées avec les travaux d'installation de la fibre. Et aujourd'hui nous fêtons les François. Bonne fête donc à tous, et il est déjà temps de passer à l'actualité du jour. Voici le journal. Et on commence en prenant la direction des Sables d'Olonne où durant la nuit, un petit peu avant 2h du matin, Jérémy Bayou a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe. Il se classe 4e de cette 10e édition, terminant son tour du monde en 74 jours, 12h56. Le skipper de Charal reste au mouillage pour l'instant. Il va attendre la marée afin de pouvoir rentrer dans le chenal à partir de midi. Je vous propose d'écouter les derniers mots de Jérémy Bayou hier alors qu'il était en direction des Sables d'Olonne. Il avait hâte d'en finir et de pouvoir surtout mettre son bateau à l'abri. Effectivement, ça fait un petit bout de temps que j'ai l'impression d'être proche de l'arrivée. Et au final, ça prend un paquet de temps. Ouais. Et c'est pas tout droit du tout, quoi. Là, je suis à l'empalage dans du vent qui est pas très fort. Je me suis bien galéré à passer la dorsale toute la nuit, là, avec un vent hyper régulier entre 3 et 20 nœuds de vent. Et voilà, donc ouais, le chemin est tortueux. Ouais. Ah ouais, bah, c'est sûr que vous verrez l'état j'ai vu des photos du bateau de Charlie notamment à l'arrivée. Le bateau il est limpio et il n'y a pas grand chose d'arraché, de cassé. Je pense que
que mon bateau, le bateau de tout le groupe là, a quand même bien ramassé, ils sont bien usés. Et il y a des trucs qui tiennent vraiment à la limite, quoi. Donc ouais, vivement d'arriver pour mettre le bateau au frais, ouais. Et un autre skipper est attendu ce matin au Sable d'Olonne. Il s'agit de Paul Meillat sur Biotherm qui est en 5e position. Il devrait franchir l'arrivée donc dans la matinée et emprunter le Chonal juste après Jérémy Bayou vers midi et demi. Les deux remontées du Chonal et les premiers mots des deux skippers seront bien sûr à suivre sur TV Vendée. Deux pompiers vendéens, un professionnel et un volontaire viennent tout juste de revenir d'une mission de 3 semaines à Mayotte. Ils sont partis du 28 décembre jusqu'au 20 janvier pour porter assistance à la population suite au cyclone Chido. Ils ont assuré plusieurs missions sur le terrain, à la fois des missions de soins de proximité, mais aussi de logistique liée à la distribution de l'eau. Leur départ était une volonté de leur part. L'un des deux a même posé 3 semaines de congé à son travail pour pouvoir s'y rendre. Ce qui a motivé à partir à Mayotte, c'est moi j'avais déjà été il y a 1 an déjà pour la distribution d'eau. Et quand j'ai vu que le cyclone qui est passé le 14 décembre, ça m'a un peu, vu que j'étais habitué, j'avais déjà été il y a 1 an de ça, j'ai dit pourquoi pas y retourner, là ils auront vraiment besoin d'aide en fait. Du coup c'est ça qui m'a fait un peu le déclic. Voilà. Donc, je savais un peu déjà comment c'était déjà de base là-bas. Comme on dit au début, on a fait un peu de maraude, voir aux personnes, voir s'ils avaient des bobos, tout ça, des changements de pansement à faire, sachant que là-bas avec l'humidité et la chaleur, ça s'infectait assez rapidement en fait. Donc ça peut aller jusqu'à l'amputation, donc c'est un peu inquiétant. Après ça me donne envie, ça me donne envie pour partir en mission, surtout pour les aider. Comme on a pu voir pour le cyclone, c'est pas quelque chose de marrant, évidemment. Le retour ici s'est bien passé. Après c'est un petit le temps d'acclimatation, de revenir comme avant en fait. Parce que là-bas il y a comme la chaleur. Là on revient ici, il fait froid on va dire. Enfin, encore ça va, mais il y a pire. Mais le temps de se réacclimater tranquillement. Et puis le petit changement d'horaire de 2 heures. Mais après ça le fait, c'est pas non plus énorme. Une riche expérience humaine parce qu'il y a la vie d'un groupe qui se met en place avec des personnes qu'on ne connaît pas. Donc ça c'est très très riche. Et professionnellement, j'ai appris de mes collègues, de mes supérieurs et des gars que j'avais sous mon commandement. Donc voilà, professionnellement c'était très très riche. Ouais. Nous on est arrivé 3 semaines après le cyclone, un peu plus de 3 semaines environ. Et l'île elle redémarrait en fait. Voilà. Les habitats étaient en cours de reconstruction, les gens étaient actifs, donc voilà. Et au fur et à mesure des 3 semaines, voilà, on a vu les entreprises se remettre en route, donc tout était en train de se redéclencher, notamment la dernière semaine. L'idée c'était de nettoyer les établissements scolaires et de pouvoir les rendre habitables pour les élèves le plus tôt possible. Donc voilà, on faisait du déblaiement, on enlevait tout ce qui risquait de tomber, d'autres équipes faisaient le bâchage. Les 21, 22 et 23 février, le spectacle musical Lorenzatio sera joué à la Clé des Champs à Saint-Laurent-sur-Sèvre avec 3 représentations. Une comédie musicale réalisée d'après l'œuvre d'Alfred de Musset, un drame romantique qui explore les thèmes de l'amour, de la trahison et du pouvoir. C'est une nouvelle création du metteur en scène et compositeur Jacques Ravelot-Duparc que l'on écoute. Il y a une 30aine d'artistes en scène, c'est déjà un bon nombre. Ensuite, j'ai eu la chance encore là d'avoir des costumes magnifiques qui viennent de l'Opéra Royal de Wallonie, des costumes fabriqués à la main de l'époque des Médicis. Hein. L'action se passe au début du XVIe siècle. Et donc, le côté déjà chatoyant, le côté visuel, si vous voulez, de ce spectacle est important. Donc mon rôle maintenant que je suis rendu à un âge plus avancé, c'est aussi de dénicher des jeunes talents et puis de leur donner la possibilité de travailler dans des spectacles professionnels. Et aujourd'hui, bien modestement, là où je suis, j'essaie de transmettre ça et puis de donner la chance à des jeunes talents. Et il y en a beaucoup en Vendée. Nous allons maintenant à la découverte de l'exposition L'éloge de l'imparfait qui se déroule actuellement à Aubigny-les-Clouseaux. Elle traite de la nature féminine décomplexée à travers une 60aine d'œuvres qui permettent de parler des menstruations, de la ménopause ou encore de la maternité. L'objectif de l'exposition est d'évoquer les sujets qui touchent l'intimité des femmes afin d'en parler plus librement. Reportage de Grégoire de Châtillon. Ici, pas de tabou, l'intimité féminine s'exprime. L'exposition L'éloge de l'imparfaite est un clin d'œil, mais aussi une possibilité d'échange sur des moments de vie qui comptent dans la vie d'une femme. Je voulais montrer que la vie d'une femme, c'est sous le signe du rouge pendant presque 30 ou 40 ans de sa vie. C'est-à-dire que tous les mois, elle a des menstruations.
Et ça veut dire qu'avant, elle n'est pas toujours très en forme. Pendant, c'est assez douloureux, il faut faire attention à soi. Et donc, ça nous conditionne quelque part. Pour notre comportement, on dit toujours que les femmes ne se plaignent pas, ne se mettent pas en avant, elles sont habituées à être un peu en retrait naturellement pour ne pas montrer leurs problèmes. Nous, on a eu une petite jeune dimanche dernier qui nous a dit que maintenant, ils en parlaient beaucoup, mais on a compris quand même que c'était surtout entre filles et qu'on ne communiquait pas encore avec les garçons. Je veux dire, ça reste encore un sujet qui concerne les femmes, d'accord, mais qui peut expliquer quelquefois aux hommes et aux garçons qu'on n'est pas toujours en forme, que ça a un effet sur nous, simplement. Après les règles, pas de psychose, place à la ménopause. Moi, j'ai voulu donner un aspect positif quand même de la ménopause. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a passé tous ces petits problèmes, on est quand même aussi libéré. Et on se sent une femme qui n'a plus tous les mois ces règles qui viennent nous embêter. Et donc, on peut vivre beaucoup plus l'esprit libre. Et on a pu croire que les femmes, après 50 ans, n'avaient plus de sexualité, n'avaient plus de désir, alors qu'en fait, c'est complètement faux. Ça continue. La sexualité continue, la libido, et donc voilà, on peut, je dis, en profiter et s'épanouir pleinement. On ne pourra pas dire que les garçons ne sont pas au courant, qu'ils puissent eux aussi prendre conscience de votre nature féminine dans toutes les étapes de votre vie. Les nuits de la lecture ont débuté hier à Longeville-sur-Mer. C'est la première édition de cette manifestation qui mélange le patrimoine et l'histoire de la Vendée, ainsi que la littérature. Près de 20 événements sont prévus durant l'ensemble du week-end. Les nuits de la lecture sont organisées par l'association Longeville des Arts et des Mots. Alors, notre événement, c'est 3 jours des nuits de la lecture à Longeville-sur-Mer, 19 événements, il y en a 50 en Vendée, des auteurs de renom qui viendront, des ateliers d'écriture, des lectures, conférences, tables rondes sur le thème des patrimoines. Patrimoine gastronomique, patrimoine littéraire, patrimoine architectural. Et on a travaillé pour les Longevillais et avec l'école, avec l'EHPAD. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges, et un film magnifique sur le patrimoine longevillais, historique et environnemental. C'est une première édition. On a prévu un programme ambitieux. Le président de la communauté de communes, Maxence de Rugy, nous l'a dit. Et on a tenu nos promesses et on a beaucoup d'intervenants, très belles choses. On est très contents et que la fête commence et qu'elle continue l'année prochaine. On termine avec votre météo de la matinée et la pluie fait donc son retour par l'ouest et le nord du département. Le sud de la Vendée va rester épargné, mais c'est seulement pour ce matin. Les températures sont plus douces qu'hier avec 5 degrés à Montée-du-Vendée, 6 à La Roche-sur-Yon, La Châtaigneraie et Fontenay-le-Comte, 8 degrés à La Tranche-sur-Mer, 10 au Sable d'Olonne et 11 degrés du côté de l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal. On passe maintenant à l'actualité du Vendée Globe. Voici le journal du Vendée Globe. Le journal du Vendée Globe préparé par Aurélien Huard qui fait bien sûr le point sur la situation de la flotte et sur le classement. Ça y est, tous les skippers ont passé le Cap Horn, le dernier cap de la course. Et puis une petite frayeur aussi pour Kojiro Shiraishi. Regardez. L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. « 75e jour de course et la totalité de la flotte de ce 10e Vendée Globe, on a désormais terminé avec les mers du Sud. Fabrice Amédéo, 33e sur Nexans WeWise, a franchi le Cap Horn ce mercredi soir. Je suis épuisé là, je suis au bout de ce que je pouvais donner mentalement. Il s'est vraiment fait désirer. Ça fait 24 heures que j'ai pas dormi, j'en peux plus. C'est un sacré moment que je vis là. Dans quelques heures, je mets le clignotant à gauche et je rentre à la maison. Ce jeudi matin, c'était au tour de Denis Van Winberg sur Deterrand Group de passer le cap mythique, mais le skipper belge n'en a pas vraiment profité. Là, je suis dans le stress à 200%, le bateau il tape. J'ai passé le Cap Horn, c'était un peu calme. J'en ai profité vite pour dormir une petite heure et là, il faut que j'aille envoyer. J'ai vu sur la carto que j'étais passé, mais sans plus, donc voilà, je ferai la fête plus tard.
Après quelques jours de calme, le port des Sables-d'Olonne va de nouveau connaître la ferveur des arrivées et elles vont s'enchaîner. 10 en l'espace de 4 jours. La prochaine sera celle de Jérémy Bayou, 4e. Le skipper de Charal devrait boucler son tour du monde la nuit prochaine entre 1h et 3h du matin. Ça fait un petit bout de temps que j'ai l'impression d'être proche de l'arrivée. Au final, ça prend un paquet de temps, ouais. Et c'est pas tout droit du tout, quoi. On doit galérer à passer la dorsale toute la nuit, là, avec un vent hyper régulier entre 3 et 20 nœuds de vent. Et voilà, donc, ouais, le chemin est tortueux, ouais. Il devrait être suivi de quelques heures par Paul Meillat sur Biotherme et Nicolas Lunven sur Holcim PRB, puis par Justine Métro en bonne position pour prendre la 7e place. On devrait ensuite assister à un joli sprint final entre Thomas Ruyant et Sam Goodchild attendu dans la journée de samedi. Dimanche, entre midi et minuit, c'est le trio Dutreux, Kremer, Davis qui devrait faire son retour. De la 14e à la 22e place, on assiste à un regroupement général après un passage de poteau noir très compliqué pour les bateaux de devant. Si le poteau noir n'avait pas été aussi impitoyable, j'aurais pu garder une petite avance. Et je pense que ça aurait pas été de trop. Il a duré 3 jours. Et ouais, non, je m'en sens pas particulièrement bien en fait. Donc c'était une bonne épreuve de patience. Un poteau noir qui ne devrait pas épargner non plus Guirec Soudé et le groupe qui le poursuit. Groupe mené par Louis Duc et Kojiro Shiraishi, le skipper japonais qui doit une fière chandelle à son odorat bien aiguisé. 焦げ臭いんですよ、船の中が。これなんかコードが燃えてるなっていうことで、小さめのソーラーパネルなんですけども、外のソーラーパネルがショートして燃えてまして、良かったですね。本当に結構ね、匂いって敏感になるんですね、沖行くと。海って無味無臭なんですよ。クジラの息でもわかる感覚になるので、ちょっとおかしいなって、焦げ臭い匂いがあるなと思ったら、なんかコードがどっか焼けてるんですよね。Au classement de 15 heures ce jeudi, Jérémy Bayou se trouvait à un peu moins de 210 000 de l'arrivée. Justine Métro, qui devrait terminer devant Thomas Ruyant, est attendue dans la nuit de vendredi à samedi. Benjamin Dutreux, 10e, compte 65 000 d'avance sur Clarisse Kremer. L'écart est d'environ 500 000 entre Romain Athanasio, 14e, et Jean Lecam, 22e. Violette d'Orange navigue en 27e position. Le Suisse Oliver Heer, 30e, doit encore parcourir plus de 500 000. Les 3 derniers se trouvent quant à eux à plus de 6 500 000 des Sables-d'Olonne. C'était le journal du Vendée Globe par l'Association vendéenne des constructeurs de maisons. Et donc, comme annoncé tout à l'heure, Jérémy Bayou est arrivé cette nuit un petit peu avant 2h du matin. Il remontera le chenal des Sables-d'Olonne à partir de midi. Il sera suivi de très près par Paul Meillat qui devrait arriver également dans la matinée et qui enchaînera aussi avec la remontée du chenal. Prochaine arrivée, ce sera pour Holcim PRB avec Nicolas Lunven, donc la nuit prochaine. Teamwork, Team Snef ensuite avec Justine Métro qui devrait également arriver dans la nuit. Et puis ensuite, demain, dans la journée, il y aura un enchaînement d'arrivées avec les 2 IMOCA vulnérables, d'abord Thomas Ruyant et ensuite Sam Goodchild. Et puis le prochain Vendéen, lui, est attendu dimanche en fin de journée ou au plus tard lundi matin, c'est Benjamin Dutreux. On passe maintenant au plus de l'info. Et le plus de l'info est consacré cette semaine aux différentes communautés de communes du département. Nous sommes allés à la rencontre de leurs présidentes et présidents à l'occasion des différentes cérémonies de vœux pour connaître leurs projets et leurs grandes idées à mener en 2025. Rencontre ce matin avec la présidente de la communauté de communes du pays de Chantonnay, Isabelle Moinet. Au nom des élus communautaires et des vice-présidents de la communauté de communes, je suis très heureuse de vous présenter
mes vœux, nos vœux, d'abord des vœux de santé, parce que c'est ce qu'on a de plus précieux, mais aussi des vœux de réussite personnelle et professionnelle pour tous vos projets que vous avez et que vous aurez tout au long de cette année. Malgré un contexte qui est national, qui est un peu compliqué, il nous faut, nous, communauté de communes, continuer à travailler ensemble et construire ensemble avec les 10 communes que constitue la communauté de communes du pays de Chantonnay. Il nous faut continuer à travailler avec les chefs d'entreprise du territoire. Dans une économie forte, il n'y a aucun projet qui puisse être construit. Ensuite, notre deuxième projet phare, c'est la construction de la médiathèque. Alors la médiathèque intercommunale, elle va se situer au cœur de Chantonnay, dans le parc Clémenceau, mais c'est l'aboutissement d'un travail qui a été construit mûri depuis 3 ans. C'est une construction d'abord d'un réseau de lecture publique, de la mise en relation, de développer un fonds documentaire commun. C'est quand même un bâtiment qui va faire plus de 1100 mètres carrés pour un budget d'environ 6 millions d'euros. Et il va trouver sa place dans le centre-ville de Chantonnay, tout près de nos écoles, tout près de notre espace jeunesse. On a aussi vraiment une grande problématique de désertification médicale. Et en début de mandat, nous avons travaillé sur un CLS, un contrat local de santé, qui nous a amené à ce que les professionnels de santé puissent travailler en réseau. Ensuite, on a travaillé avec l'ADMR pour les aider à recruter des médecins en salariés, en aidant sur le salariat des médecins. Et puis là, on vient d'acquérir le centre Épidore. Et on a commencé depuis le 1er janvier 2025 des travaux pour environ 1 500 000 € afin que les jeunes médecins, mais pas que, les kinés aussi, aient envie de venir s'installer sur notre territoire. En 2025, il nous faudra continuer à travailler sur la mobilité, il nous faudra travailler encore sur l'environnement, notamment à travers le guichet unique de l'habitat, et il nous faudra aussi travailler sur le tourisme et sur les projections que l'on fait sur notre territoire. En tous les cas, tout ça, tous ces projets ont qu'un seul objectif, c'est rendre le territoire du pays de Chantonnay dynamique. Et vous retrouvez bien sûr ce plus de l'info sur tvvendée.fr. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'émission Sans détour. Hervé Leroc accueille aujourd'hui dans sa voiture David Ruffin, c'est le directeur de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Le petit gars qui avait un CAP cuisinier qui est directeur de la Chambre des métiers de la Vendée. Comment tu analyses ça et est-ce que tu l'analyses ? Alors franchement, non, je l'analyse pas. Après, je crois que c'est un parcours comme il y en a plein d'autres de ce type. Quand j'avais 14 ans, je voulais aller en études de cuisine parce que tous les dimanches matins, j'étais très souvent en cuisine avec mon oncle et ma tante. Voilà. T'étais restaurateur ? Alors non, ma tante était mariée à un Arménien et il y avait cette culture du repas dominical et cette volonté de... Bien. Donc voilà, alors ma maman qui souhaitait que je reprenne mes études, mais mon papa m'a dit oui, donc j'ai débuté par un apprentissage. Ouais. C'était en région parisienne, ça ? Alors non, on arrivait en Vendée. Ah, donc, d'accord. J'avais cru comprendre que tu étais parisien au départ. Oui. Et j'allais t'en faire le reproche. Et donc vous retrouvez ce numéro de Sans détour aujourd'hui sur TV Vendée. On revient maintenant sur les titres développés ce matin dans la matinale. Nous sommes donc revenus sur l'arrivée cette nuit de Jérémy Bayou, le skipper de Charal, qui a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe un petit peu avant 2h du matin, terminant 4e de la course. Il boucle la 10e édition du Vendée Globe en 74 jours, 12h56. Il fera son entrée dans le port des Sables d'Olonne vers midi. Et vous pourrez bien sûr vivre ce moment avec les équipes de TV Vendée.
Nous sommes allés à la rencontre de 2 sapeurs-pompiers vendéens qui viennent de rentrer d'une mission à Mayotte où ils ont porté assistance à la population après le passage du cyclone Chido. Ils étaient tous les deux volontaires pour se rendre sur place. Nous avons écouté leur témoignage. Et pour finir, nous sommes allés à la découverte de l'exposition L'éloge de l'imparfait qui se déroule actuellement à Aubigny-les-Clouseaux. Une exposition faite pour tordre le cou aux clichés sur la féminité et libérer la parole sur les sujets qui y sont liés. Il est temps maintenant de passer, comme tous les jours, au jeu de la matinale. Et à gagner cette semaine dans le jeu, un coffret d'une valeur de 50 € avec des bougies de Max et Sylvie, producteurs vendéens de bougies faites main. Et voici la question de la semaine. Dans quelle commune s'est déroulée l'émission Bienvenue au Jardin, diffusée le week-end dernier? Et voici le dernier indice de cette semaine. Dans le parc de cette commune que vous avez actuellement à l'image, ce parc fait 33 hectares et comprend une demeure construite en 1871. Vous retrouvez bien sûr la question de la semaine et l'ensemble des indices depuis lundi matin sur tvvendée.fr. Vous n'avez plus que quelques heures pour y participer et repartir donc avec ce coffret de bougies Max et Sylvie. On arrive à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr avec le journal de 12h30 présenté par Aurélien Huard, et il y aura également bien sûr le suivi des arrivées du Vendée Globe en direct sur TV Vendée. Moi je vous donne rendez-vous lundi matin à partir de 7h. Très bonne fin de journée sur TV Vendée.